Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce vendredi 9 février. 126e jour de l'agression de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Plus d'une centaine de Palestiniens tombent en martyrs dans 13 nouveaux massacres. Contrer les avions de guerre israéliens par des cerfs-volants, des enfants à Rafah envoient un message fort à l'heure où les dirigeants du monde entier mettent en garde contre une escalade dans cette ville frontalière. La dynamique des relations algéro-mauritaniennes et le règlement pacifique des tensions régionales, des questions évoquées par le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf, reçu à Nouakchott par le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. L'Algérie et l'Allemagne comptent renforcer leur coopération énergétique et stratégique à l'issue de la visite à Alger du vice-chancelier allemand Robert Habeck, reçu au plus haut niveau. Bonsoir à tous. 126e jour de l'agression de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Plus d'une centaine de Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 140 blessés dans 13 massacres commis au cours des dernières 24 heures, faisant grimper le bilan des victimes depuis le début de cette agression à près de 28 000 martyrs et plus de 67 459 blessés. Et l'aviation sioniste a pris notamment pour cible ce vendredi les quartiers du centre-ville de Gaza, dans Rimel, la Al-Sabra, Zaytoun, Tel El-Hawa et Sheikh Ajlin, faisant des dizaines de martyrs et de blessés. Dans l'extrême sud de l'enclave palestinienne et malgré les nombreux avertissements, la ville de Rafah, qui accueille des centaines de milliers de déplacés, connaît une intensification des bombardements où plusieurs maisons ont été détruites, faisant de nombreuses victimes. Dans ce contexte, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réaffirmé hier la nécessité d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza, ainsi que la nécessité de prendre des mesures réelles et concrètes pour une solution à deux États, appelant à plus de mobilisation pour arriver à un résultat. Mon message au peuple de Gaza est un message de solidarité totale et d'engagement total. Solidarité avec les horribles souffrances, engagement à tout faire, à mobiliser le système des Nations Unies, à fournir l'assistance possible que nous pouvons fournir et en même temps de poursuivre un plaidoyer mondial très actif en faveur d'un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Lors de ce même point de presse à New York, le secrétaire général des Nations Unies a averti contre l'aggravation de la situation humanitaire à Gaza et le refus de l'accès des aides humanitaires par l'entité sioniste. À Gaza, la situation ne cesse de s'aggraver. En plus des morts et des destructions dues aux opérations militaires, la famine et la maladie s'abattent sur les Palestiniens de Gaza. Malgré quelques mesures limitées, nos opérations humanitaires continuent de se heurter à des refus d'accès, à des retards, obstacles et dangers multiples, y compris des tirs réels. Antonio Guterres a par ailleurs exprimé son plein soutien à la Cour internationale de justice saisie par l'Afrique du Sud, estimant qu'elle était l'entité appropriée pour se prononcer sur la situation préoccupante dans la bande de Gaza. Nous soutenons pleinement la Cour internationale de justice. Nous souhaitons que la Cour internationale de justice soit l'entité appropriée pour se prononcer sur ces questions. Nous soutenons pleinement les décisions de la Cour et nous exprimons clairement que toutes ces décisions doivent être appliquées
Il est donc absolument essentiel que toutes les décisions soient mises en œuvre. Et évidemment, j'ai pleinement confiance dans la Cour internationale de justice pour pouvoir agir si ces décisions ne sont pas concrètement mises en œuvre, pour pouvoir agir si ces décisions ne sont pas correctement mises en œuvre. Et critiquant la gestion de Benyamin Netanyahou et face au massacre quotidien que commet son armée contre les civils dans la bande de Gaza, le président américain Joe Biden a qualifié d'exagérée la réponse de l'antiterroriste à Gaza. Je pense que la conduite de la réponse à Gaza est exagérée. J'ai travaillé très dur pour acheminer l'aide humanitaire à Gaza. De nombreux innocents meurent de faim. Beaucoup d'innocents sont en difficulté et meurent. Et ça doit cesser. Par ailleurs, la Maison-Blanche a affirmé qu'elle ne soutiendrait aucun projet israélien d'opération militaire majeure à Rafah et rappelé que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait clairement fait part des préoccupations américaines concernant de telles opérations. Opening statement, I'll save you that. So I think you all know more than 1 million Palestinians are. Et je pense que vous savez tous que plus d'1 million de Palestiniens se réfugient à Rafah et dans ses environs. C'est là qu'on leur a dit d'aller. Il y a beaucoup de personnes déplacées là-bas et l'armée israélienne a une obligation particulière lorsqu'elle mène des opérations là-bas ou ailleurs, de s'assurer qu'elle prend en compte la protection de la vie civile innocente. Et en particulier, vous savez, les civils qui ont été repoussés vers le sud de Gaza par les opérations plus au nord, à Khan Younes et au nord de Gaza. Je peux vous dire que sans une prise en compte complète de la protection des civils à cette échelle à Gaza, les opérations militaires actuelles seraient un désastre pour ces populations civiles et ce n'est pas quelque chose que nous soutiendrions. Au milieu de tout ce chaos naît l'espoir d'une nouvelle génération. Pendant que les avions de guerre de l'entité sioniste bombardaient Rafah, les enfants faisaient voler leurs cerfs-volants, une manière pour eux d'affirmer au monde leur existence et de se consoler mutuellement des affres de cette agression. Souhila Kilal. Des cerfs-volants dans le ciel bleu de Rafah, comme pour égayer le quotidien morose de ce camp de réfugiés et redonner le sourire à ses enfants, acculés par 4 mois de violence. J'ai acheté ça hier pour m'amuser. Nous nous abritions dans une école. Mais elle a été touchée, alors nous sommes venus à Rafah. J'ai acheté ce cerf-volant pour m'amuser et jouer avec mes cousins. Nous n'avons pas d'école, alors nous nous amusons comme on peut. Il y a la guerre. Nous en avons assez. Nous voulons décorer le ciel avec des cerfs-volants et retourner à notre vie d'avant. J'espère qu'il y aura un cessez-le-feu et retourner chez nous. Des cerfs-volants symboles de liberté et d'évasion. Malgré les souffrances endurées, ces enfants n'ont rien perdu de leur fougue. Ni la violence, ni la destruction, ni la peur ne briseront leurs rêves, ni leur âme d'enfant. Avant, nous avions la télévision, des téléphones, Internet. Notre père nous emmenait dans les parcs d'attractions et les jardins, mais maintenant tout a été détruit. Mon père est resté dans le nord avec mon frère aîné. Dieu seul connaît notre situation. Elle est très dure. Nous avons perdu nos jouets, nos maisons, nos amis et nos proches. Tout comme les Juifs font voler leurs avions, nous faisons également voler les nôtres. Les avions des Juifs mènent des frappes aériennes, alors que les nôtres ne le font pas. Du côté du sourd de Rafah, un vendeur pas comme les autres arbore les allées. Un seau rempli de roses rouges à la main. Houssam, 20 ans, est un fleuriste ambulant. Ce jeune Palestinien au visage jovial souhaite communiquer sa passion des fleurs à ses compatriotes et surtout dessiner des sourires sur les visages tristes des Razaouis. La demande est un peu plus faible qu'auparavant. Nous espérons revenir à des jours normaux. Notre objectif est de dessiner des sourires sur tous les visages, de changer les humeurs et de rendre les gens heureux. Je l'ai trouvé en train de vendre des roses, alors j'en ai acheté 4, parce que j'ai 4 enfants. Je veux les offrir à ma femme. J'espère que nous passerons le cap de la guerre et que nous vivrons en paix. Ces enfants qui s'amusent, ce jeune qui vend des roses en plein milieu d'une guerre génocidaire,
ne sont qu'un échantillon de la société palestinienne. Un peuple qui subit l'injustice depuis des décennies et ne courbe pas les chines. Un peuple qui, tous les jours que Dieu fait, donne des leçons de courage et d'abnégation au monde entier. Nous aussi, nous aimons la vie, Dixit Mahmoud Darwish. Et sur le plan judiciaire, le Nicaragua a demandé à se joindre à la saisie par Pretoria de la Cour internationale de justice contre l'entité sioniste. C'est ce qu'a annoncé la plus haute juridiction de l'ONU, Managua, invoquant des intérêts de nature juridique dans l'affaire. Le pays d'Amérique centrale avait annoncé le mois dernier son intention de se joindre à la saisie de la Cour internationale de justice par l'Afrique du Sud. Soutien de longue date de la cause palestinienne, Pretoria accuse l'entité sioniste d'avoir violé la Convention des Nations Unies sur le génocide de 1948 par sa campagne militaire à Gaza, ce que la CIJ, basée à La Haye, a confirmé. Dans l'actualité également, je vous le disais en titre, en qualité d'envoyé spécial du président algérien, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a été reçu ce vendredi à Nouakchott par le président mauritanien Mohamed Ould El Cheikh El Ghazouani, à qui il a transmis une lettre de son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. Le chef de la diplomatie algérienne a précisé que cette visite s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la dynamique positive que connaissent les relations algéro-mauritaniennes. Je suis venu aujourd'hui en tant qu'envoyé spécial portant un message de la part du président Abdelmadjid Tebboune à son frère, son Excellence le président Mohamed Ould El Cheikh El Ghazouani, les dirigeants de nos deux pays frères qui sont animés par la même volonté de renforcer les relations algéro-mauritaniennes et les porter au plus haut niveau. Ils partagent le même intérêt quant à la participation au soutien de la paix et la sécurité dans notre région et notre voisinage. Ahmed Attaf a par ailleurs affirmé que l'Algérie et la Mauritanie partageaient une profonde préoccupation face aux tensions régionales, soulignant que les deux pays œuvraient de concert pour le règlement pacifique. De la même façon que nous sommes fiers d'avoir réalisé ce saut qualitatif au niveau de la coopération et du partenariat entre nos deux pays frères, nous accordons la même importance à ce qui nous entoure au vu des tensions au sein de notre environnement régional perturbé, mais également envers les développements dangereux que connaît la cause palestinienne. Dans ce sens, et dans le cadre des positions de principe et des orientations hétérogènes de nos deux pays frères, étant donné qu'ils sont deux pays de stabilité et de sécurité dans une région proie à l'instabilité et l'insécurité, l'Algérie et la Mauritanie œuvreront à densifier leurs efforts afin de peser positivement sur l'évolution de la situation dans le bien de tous les pays de la région. Je vous en parlais également en titre, l'Algérie et l'Allemagne, cette fois, comptent renforcer leur coopération énergétique et stratégique, une volonté renforcée à l'issue de la visite à Alger du vice-chancelier allemand Robert Habeck, reçu au plus haut niveau. Alger et Berlin se sont félicités des dispositions prises lors des entretiens bilatéraux. Le point avec Safwan Belsabri. Dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre l'Allemagne et l'Algérie, le vice-chancelier allemand et ministre de l'économie s'est rendu à Alger. Il s'est entretenu avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune ainsi qu'avec le ministre de l'énergie Mohamed Arqab. Robert Habeck a tenu à saluer les efforts du président de la République et du gouvernement dans les domaines économiques et énergétiques. Cette visite est une visite de travail consacrée à la coopération dans le domaine économique et énergétique, d'autant plus que l'Allemagne et l'Algérie
ainsi que les pays qui leur sont proches, comme l'Italie et l'Autriche, peuvent réaliser de très grands projets en vue de faire naître un nouveau monde énergétique. Le gouvernement fédéral souhaite remercier le gouvernement algérien pour avoir augmenté ses approvisionnements lorsque ceux provenant de Russie n'étaient plus disponibles. L'Algérie bénéficie par ailleurs d'un potentiel énergétique hors hydrocarbures non négligeable, notamment en matière d'exploitation de l'hydrogène vert. L'Algérie a d'énormes potentiels dans ce domaine et il existe un gazoduc sous-marin reliant l'Allemagne à l'Algérie et donc l'infrastructure de base est déjà disponible. Mohamed Alqab, ministre de l'Énergie et des Mines, a déclaré que l'Algérie ouvrait la voie à de nombreux nouveaux projets visant à développer l'hydrogène en Algérie. Ce démarrage en compagnie du gouvernement allemand dans le développement de l'hydrogène en Algérie sera suivi de beaucoup d'autres projets visant à produire de l'hydrogène en Algérie ainsi que sa commercialisation vers l'Allemagne et l'Europe, via le corridor qui est actuellement en phase d'étude entre l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, la Tunisie et l'Algérie. Le ministre algérien de l'énergie a d'ailleurs fait état de la préparation de la réalisation d'un projet expérimental entre l'Algérie et l'Allemagne pour la production de l'hydrogène vert Arzeo dans l'ouest du pays. À l'heure de la redistribution des cartes énergétiques sur la scène géopolitique, cette coopération algéro-allemande permet aux deux parties d'établir un partenariat gagnant-gagnant tourné vers l'avenir. Et autre fruit de la coopération algéro-allemande, le groupe algérien des hydrocarbures Sonatrach a signé hier à Alger avec la société allemande VNG un contrat d'approvisionnement en gaz naturel sur le moyen terme. VNG devient ainsi la première entreprise allemande à acheter du gaz via pipeline à partir de l'Algérie. Dans l'actualité aussi, la CEDEAO, fracturée par de multiples crises, a lancé un appel à l'unité après une réunion d'urgence sur la situation au Sénégal et l'annonce de retrait de 3 pays membres. Ainsi, l'organisation régionale a exhorté le Niger, le Mali et le Burkina à faire marche arrière et ne pas quitter la communauté ouest-africaine. Cette intention des 3 pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, de quitter la CEDEAO entraînerait davantage de difficultés et causerait davantage de tort aux citoyens ordinaires de ces 3 pays. Ce n'est pas une bonne chose. La CEDEAO est allée plus loin que beaucoup d'autres régions d'Afrique en termes d'intégration. Ainsi, le nombre de citoyens des 3 pays vivant dans le reste des pays de la CEDEAO, même dans ce bâtiment, le nombre de personnes de ces pays qui travaillaient dans la CEDEAO, sans parler du mouvement continu des personnes, de la migration saisonnière partout dans la région, ce sont toutes des choses que vous ne pouvez pas défaire du jour au lendemain. Donc, vous savez, cela prend plus que des déclarations. Le Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO a par ailleurs qualifié la crise sénégalaise de développement inquiétant et appelant Dakar à respecter son calendrier électoral initial. Cette annonce qui a effectivement reporté l'élection présidentielle a été suivie de l'adoption à l'Assemblée nationale d'une résolution fixant l'élection présidentielle au 15 décembre 2024. Excellence, ces événements qui se déroulent dans la région posent des défis qui risquent de menacer la stabilité de nos pays. Cette session extraordinaire du MCC vous invite donc à examiner d'un œil critique les mémorandums suivants. Le mémorandum sur l'intention du Burkina Faso, du Mali et du Niger de se retirer de la CEDEAO, avec un mémorandum supplémentaire sur les implications plus larges du retrait. Le deuxième est le mémorandum sur les élections dans les États membres avec une référence particulière, un accent particulier sur les élections reportées au Sénégal. Allez, direction à présent l'Afrique du Sud qui aspire à un renouveau énergétique. Le pays qui fait face à quelques difficultés d'approvisionnement en électricité mise désormais sur le secteur nucléaire pour se relancer et aller vers un nouveau modèle plus efficient. Kherdin Batash. Nous sommes convaincus que le pire est derrière nous et que la fin des délestages est enfin à portée de main. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Pour ne plus jamais être confrontés à une crise similaire, nous réformons notre système énergétique pour le rendre plus compétitif, plus durable et plus fiable à l'avenir.
Un nouveau modèle énergétique afin d'en finir avec les coupures d'électricité et optimiser le fonctionnement du secteur énergétique. Le président sud-africain Ramaphosa en fait la promesse solennelle lors du discours annuel à la nation. Le pays tente en effet de donner un second souffle à son secteur énergétique et prévoit d'augmenter sa production d'énergie nucléaire. Nous devrons étendre le réseau d'environ 14 000 km au cours des 3 prochaines années. Eskom a un financement en place pour construire 1400 km, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons être un peu plus agressifs. Ainsi, quelles que soient les interventions que nous proposerons, elles seront de nature à accroître la capacité d'Eskom d'un point de vue financier, la vitesse de déploiement. La première puissance industrielle du continent ne possède à ce jour qu'une seule centrale nucléaire. C'est aussi la seule existant sur le continent africain. Mais la centrale de Koberg, près du Cap, ne fonctionne qu'à moitié de sa capacité. Tout ce que nous pouvons faire, c'est être optimiste quant à l'obtention de l'autorisation, la prolongation de la durée de vie. Si ce n'est pas le cas, nous mettrons bien sûr en place des mesures alternatives. Bien sûr, si ce n'est pas le cas, cela signifie que nous perdrons près de 1960 MW au total. C'est la raison pour laquelle la licence a été séparée entre l'unité 1 et l'unité 2. Le gouvernement a annoncé mardi avoir lancé des discussions avec plusieurs fournisseurs potentiels pour l'acquisition de nouvelles unités de production. Il pourrait s'agir de réacteurs conventionnels ou de petits réacteurs modulaires, moins puissants, mais aussi moins coûteux. Une première mise en service est espérée à l'horizon 2032-2033, une étape importante selon le ministre de l'Électricité, car elle devrait apporter une capacité de production supplémentaire d'électricité de 2500 MW. Dans l'actualité aussi, une défaite de la Russie en Ukraine est impossible par définition. C'est ce qu'a affirmé notamment le président russe Vladimir Poutine dans une interview accordée à l'animateur américain Tucker Carlson, diffusée hier, où Poutine a également indiqué que la Russie défendrait ses intérêts jusqu'au bout, tout en excluant une extension du conflit en Ukraine à d'autres pays comme la Pologne ou la Lettonie. Seulement dans un cas, si la Pologne attaque la Russie. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucun intérêt pour la Pologne, la Lettonie ou ailleurs. Pourquoi ferions-nous cela? Nous n'avons tout simplement aucun intérêt. Il s'agit simplement d'une campagne de menaces. Et pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé le limogeage du plus haut commandant ukrainien, le général Valery Zaluzhny, dans le cadre du plus grand remaniement militaire depuis le début du conflit avec la Russie, il y a près de 2 ans. Nous avons parlé aujourd'hui ouvertement de ce qui doit changer dans l'armée, des changements urgents. J'ai proposé au général Zaluzhny de faire partie de l'équipe de l'État ukrainien à l'avenir. Je lui serai reconnaissant de son consentement. Aujourd'hui, j'ai décidé de renouveler le leadership des forces armées ukrainiennes. Il ne s'agit pas seulement de noms et encore moins de politique. Il s'agit de notre système, de notre armée, de la gestion des forces armées ukrainiennes et de l'implication de l'expérience des commandants de combat dans cette guerre. Par ailleurs, Kiev et Moscou sont parvenus à un nouvel accord une semaine après avoir déjà échangé environ 200 prisonniers de chaque camp. Le ministère russe de la Défense a annoncé ce jeudi que ce nouvel échange concernait 100 prisonniers de guerre avec l'Ukraine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.